Bienvenue, mesdames, messieurs, élus, directeurs, directrices et tous les autres présents ce jour ou en replay à ce webinaire organisé par le réseau Compost Citoyen Grand Est. Nous sommes réunis aujourd'hui et durant les 2 prochaines heures pour aborder la question des coûts des projets de prévention et de gestion de proximité des biodéchets qu'on raccourcit régulièrement en PGPROX. Au cours de nos précédents webinaires, nous avons abordé les conditions de réussite du compostage partagé, nous avons approfondi le compostage en sortie de cantine et la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, ça c'était cette année. Et l'année passée, nous avons fait un focus sur la question du broyat et présenté des projets en lien avec la valorisation des déchets verts dans un webinaire thématique. Et à chaque fois, nous avons eu des retours d'expériences inspirantes en Grand Est ou aux portes du Grand Est pour vous donner des idées d'actions à déployer sur vos territoires. La question des coûts est souvent revenue, nous a souvent été posée. Et c'est pourquoi nous avons souhaité consacrer un webinaire à cette question afin de vous permettre de mieux cerner l'implication financière de ce type de projet. En préparant ce webinaire, nous avons fait le constat qu'on avait beaucoup d'éléments à apporter parce que la PGProx, ça englobe beaucoup d'angles d'attaque et on ne voulait pas, par manque de temps, survoler un peu trop vite certains d'entre eux et du coup manquer de pertinence. Donc, on a choisi de découper cette thématique en plusieurs parties et en plusieurs rendez-vous, dont les prochains seront forcément en 2023. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au coût des projets de compostage de proximité, donc sur le compostage très spécifiquement, afin de vous donner des pistes chiffrées et de pouvoir échanger avec vous. Voilà, la petite introduction achevée, je vais me présenter et surtout introduire mes acolytes du jour. Donc, je suis Gaëlle Matija, maître composteur, consultante et fondatrice de Mocoche Solutions Fertiles, qui accompagne le compostage en Moselle, et je suis également la coprésidente du réseau. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elsa Distel, maître composteur pour la Maison du Compost de Strasbourg, qui est également coordinatrice du réseau. Et nous accueillons aujourd'hui Florian Nouvel, coordinateur du réseau Compost Citoyen National, qui vous présentera les résultats de l'étude menée cette année auprès de 10 collectivités françaises sur ces fameux coûts de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu le programme de cette matinée, donc le retour de l'étude des coûts de la PGProx menée par le national. On enchaînera sur le compostage domestique et ensuite sur le compostage partagé pour vous montrer des retours chiffrés étape par étape. Je propose de laisser la parole à Elsa qui va nous présenter le réseau. Si vous ne nous connaissez pas déjà, ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur nous et sur nos missions. Alors, d'abord, bienvenue à tous. Mes excuses pour ceux qui sont des fidèles de ces webinaires et qui ont déjà entendu plus ou moins cette présentation. Donc, je vais aller assez vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou par rapport. Donc, le réseau Compost Citoyen Grand Est, vous commencez un peu, j'espère, à le connaître. En tout cas, c'est l'objectif. Englobe en fait l'ensemble des... Non, je bafouille, pardon. D'abord, le réseau Compost Citoyen Grand Est fait partie d'un réseau national dont vous avez l'étendue sur l'image. Ce réseau national est en voie de développement assez exponentiel, sachant que de plus en plus de régions nous rejoignent. Du coup, ça crée beaucoup de... On travaille vraiment en réseau, c'est-à-dire qu'on collabore vraiment. Donc, c'est très, très intéressant et très enrichissant. Et ça nous permet aussi d'avoir plus d'offres à fournir à nos adhérents parce qu'on peut démultiplier le travail sans forcément démultiplier le nombre de salariés, même si on aimerait bien. En Grand Est, vous savez où est le Grand Est, ça forcément. Donc, en Grand Est, nous sommes actuellement un peu plus de 40 acteurs, dont facilement un bon tiers de collectivités. C'est une des spécificités de notre réseau. Le réseau existe depuis 2019, il bénéficie du soutien de l'ADEME. Cette confiance nous a été réaffirmée car notre programme d'action 2023-2025 a été validé pour accompagnement par l'ADEME. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la PGProx. Alors, ce terme un peu barbare, c'est l'acronyme de prévention et gestion de proximité des biodéchets.
Derrière ce terme se cachent toutes les actions qui permettent de réduire à la source, hein, les biodéchets et de les valoriser aussi par le retour au sol. À savoir que, comme d'habitude, les biodéchets sont à la fois les déchets de cuisine et de table, mais aussi les déchets des espaces verts, les déchets des jardins, qu'on appelle très communément les déchets verts. Donc, vous allez retrouver dans les actions de prévention, enfin de réduction, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la gestion différenciée des espaces verts et dans la valorisation, le compostage et la gestion intégrée des déchets verts également. Donc, je vous l'ai dit, le réseau Compost Citoyen regroupe une quarantaine de membres réunis sur l'ensemble du territoire. Vous avez le détail sur votre droite, je vais assez vite. Nous avons comme objet associatif de rassembler, accompagner l'ensemble des acteurs et de représenter la filière. Donc, on va travailler sur les questions d'évitement, sur le détournement, sur toutes les formes de compostage et sur toute forme innovante qui permettent, connues aujourd'hui ou à venir, qui permettent de promouvoir cette démarche. Et globalement, le réseau, lui, va rassembler, représenter, accompagner les acteurs de ces actions. Parmi nos acteurs, c'est assez varié. Ça va aller de l'acteur, enfin de l'individuel qui soutient la démarche par conviction jusqu'à la collectivité plus ou moins grande, en passant par des bureaux d'études, des associations, qu'elles soient spécialisées dans la gestion du biodéchet ou dans l'éducation à l'environnement. Nous avons un site internet, vous retrouverez le lien en bas de page forcément, et nos actions se déploient sur 4 axes principalement. Donc là, nous sommes en fin du deuxième plan d'action, sachant qu'un certain nombre seront reconduites dans le prochain. Il est en cours de finalisation actuellement. Nous allons, alors très, très grossièrement, on déploie en région les actions qui sont portées par le national, telles que la quinzaine de Tous au compost, Café Compost, qui a priori aura lieu à l'automne l'année prochaine. Tous au compost, c'est entre mars et avril. Nous créons des temps de réchange. Alors, notre cœur un peu de métier, c'est quand même de créer des temps d'échange avec nos adhérents, mais aussi plus largement tout public. Donc, ça va tourner autour des journées thématiques, des webinaires, des journées techniques, des webinaires thématiques, des webinaires élus dans lesquels s'inscrit cette présentation aujourd'hui. On cherche à accompagner aussi la professionnalisation des acteurs en mettant en avant la formation, les formations guides, maîtres, composteurs, référents de sites chartés, et nous portons une formation spécifique en Grand Est qui est la formation à l'animation de réseau. Et enfin, nous essayons de nous positionner comme, enfin nous souhaitons, nous serons d'ailleurs, car ça prendra de l'ampleur dans le plan d'action suivant, nous positionner comme centre de ressources, à la fois pour que vous puissiez trouver l'ensemble des éléments documentaires dont vous avez besoin pour pouvoir mener vos actions, mais aussi pour essayer de mettre en place une démarche liée à un observatoire, parce que comme nous allons le voir avec Gaëlle tout à l'heure, il est compliqué d'avoir de grands enseignements très généraux sur la portée des actions dans le cadre de la PG Prox, comme cela repose sur l'humain. Donc, il y a toute l'année des temps forts. Nous sommes l'avant-dernier de cette année, enfin, au grand public, parce que le tout dernier, ça va être le bilan. Le prochain, c'est le 29 novembre. C'est un webinaire thématique autour des métiers de bouche et des biodéchets, qui sera animé donc par à la fois Gaëlle et Hélène Guinaud, notre autre coprésidente, notamment, et des interventions de la Chambre des métiers, certainement. Vous retrouverez notre programme sur le site internet et évidemment, nous sommes accompagnés par l'ADEME, mais nous sommes toujours en quête d'avoir de nouveaux adhérents. On en a besoin pour pouvoir peser, en fait, pour pouvoir faire porter notre message. Donc, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour indication, vous avez les tarifs collectivité. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur la boîte du réseau et on vous répondra avec grand plaisir.
A priori, j'ai fini. Si vous avez des questions, on pourra regarder, le chat ou en garder pour la fin et sinon, nous sommes de toute façon, joignables, mail, téléphone, à votre contenance. Voilà. On va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Je vais laisser la place à Florian, qui va vous faire un retour sur l'étude, menée par, le réseau national et 10 collectivités, il me semble, sur, la démarche, des démarches liées à la prévention et gestion de proximité des biodéchets. Merci Elda. Je vais prendre la main sur le partage d'écran si c'est possible. Bonjour. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement les actions nationales du réseau Compost Citoyen, puisque Elsa vous a fait une belle présentation de ce qui se passe dans le Grand Est. Ça permettra aussi d'avoir une visibilité sur ce que fait le réseau à l'échelle nationale. Et je vais vous transmettre quelques éléments de notre étude sur les coûts qui n'est pas encore sortie, qui devrait sortir la semaine prochaine et qui est actuellement en relecture. Donc, ce sera un peu un teasing de savoir quelles sont les conclusions, ce à quoi on aboutit sur effectivement la base d'une dizaine de collectivités. En fait, c'est 9 au total, puisqu'il y en a une qui finalement n'a pas répondu sur l'ensemble de l'étude. Donc, voilà. Et puis, on aura un temps de questions et d'échanges si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires. Donc, le réseau Compost Citoyen, c'est en 2021 670 adhérents. Nous sommes actifs depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Cette affiche commence à dater. Il a été créé en 2009 et nous avons plus de 50 organismes de formation qui dispensent des formations. Donc, notre action, on réunit en notre sein tous les acteurs, les parties prenantes de la gestion de proximité, puisque nous avons à la fois des collectivités territoriales, des citoyens engagés, référents de sites pour la plupart, et des professionnels. Ça peut être des entreprises ou des auto-entrepreneurs. Les plus grandes entreprises du réseau, ce sont généralement des scopes d'une dizaine de salariés. Donc, ça reste toujours quand même très, voilà, on va dire, à petite échelle. Dans nos actions, nous avons tout d'abord un rôle de capitalisation en fait des meilleures pratiques, des bonnes choses à faire pour bien composter. Et c'est pour ça que nous avons créé aussi le référentiel avec l'ADEME de formation pour ensuite rediffuser ces meilleures pratiques et en faire profiter le plus grand nombre. Donc, avec à chaque fois différentes adaptations, soit pour les bénévoles qui sont référents de site ou pour les professionnels, guides ou maîtres composteurs. Nous avons aussi tout un rôle d'animation au sein du réseau et de diffusion à l'extérieur du réseau, tout en faisant aussi de la veille réglementaire pour s'assurer que ce que l'on promeut et ce que l'on partage est toujours en ligne avec les attendus en termes de réglementation sanitaire. Pour aller un peu plus loin, très rapidement, nous nous appuyons sur quelques valeurs pour guider notre action. C'est tout d'abord la participation citoyenne. Nous considérons que pour bien réussir le détournement des biodéchets, il faut que les citoyens soient engagés et qu'ils participent activement à la gestion de proximité. Le développement territorial, puisque passer en fait de l'incinération au compostage, c'est aussi facteur de développement économique et donc on promeut le fait que ce développement économique soit bénéficie au territoire sur lequel il se trouve, puisqu'on peut bien souvent, et vous le savez, je pense particulièrement dans le Grand Est, avoir des filières à la fois pour les composteurs en bois, pour la formation, pour trouver les outils qui soient sur le territoire ou proches du territoire sur lequel on déploie une politique publique. Nous avons aussi le retour au sol comme une troisième valeur importante des matières compostées, puisque c'est ça qui fait tout le sens, en fait, c'est qu'on va pouvoir aller renourrir les sols et avoir, en fait, les deux dernières qui vont ensemble, une empreinte carbone maîtrisée et rester sur ce qu'on appelle du low-tech, c'est-à-dire que le compostage est une pratique accompagnée par l'homme
mais qu'il n'y a pas besoin en fait d'avoir une usine à gaz pour gérer les biodéchets. Ça peut rester très simple avec juste un bon cahier des charges, des bonnes pratiques. Tout ça permet de réduire drastiquement, effectivement, l'empreinte carbone de la gestion des déchets. Pour rentrer dans le vif du sujet, l'étude sur les coûts du compostage partagé, nous allons vous redonner un peu de contexte et puis parler un petit peu plus de la gestion. Donc, le contexte. Nous avons l'obligation du tri à la source qui arrive pour fin 2023. Je pense que ça, maintenant, c'est quelque chose qui est assez clair. Et avec les premiers retours d'expérience que l'on a des collectivités qui ont déployé à la fois de la gestion de proximité et de la collecte, ou l'un ou l'autre, on se rend compte que bien souvent, il va falloir trouver une complémentarité. Ça ne sert à rien d'être dogmatique en disant ce sera tout collecte, tout PG Prox. Il y a toujours quand même une articulation à trouver entre les deux. Et avec toujours l'idée en tête, que ce soit pour la collecte ou pour la gestion de proximité, quel va être l'exutoire. Parce qu'on collecte ou on détourne en fait des biodéchets pour les gérer en proximité ou pour les collecter. Mais qu'en fait-on ensuite? Pour nous, c'est essentiel. Ça peut être la revivification des sols imperméabilisés en milieu urbain, ça peut être l'alimentation des sols agricoles en milieu plus rural ou mixte. Et surtout, le fait de faire de la gestion de proximité permet le renforcement du lien social et recréer de la vie en fait, dans les villages, dans les quartiers, autour d'activités collectives. Les parties prenantes du compostage partagé, il y a la collectivité qui est donneuse d'ordre, qui en fait, crée la politique publique, et puis le prestataire, bien souvent, quelques collectivités agissent en régie, mais très souvent, il y a quand même une articulation entre la collectivité et le détenteur d'un marché public pour la gestion de proximité, et les référents de sites citoyens. Pourquoi est-ce que je reparle de ça? C'est vraiment important, en fait, dans le cadre de l'étude sur les coûts et de l'appréhension des coûts de la gestion de proximité, puisque tout ça va traduire, en fait, quels sont les moyens humains. Donc, quand on a bien en tête qu'il y a quand même des référents de sites bénévoles, il faut trouver la juste articulation pour qu'il y ait toujours, donc en fait, les référents de sites, mais qu'ils restent cantonnés à leur rôle de référents de sites et qu'on ne leur donne pas trop de responsabilités, parce que ça reste des bénévoles et ça peut être des choses pour lesquelles certains référents de sites vont avoir beaucoup d'appétence, mais quand on le déploie à l'échelle d'un territoire, ça peut aussi diminuer l'engagement citoyen s'ils ont trop de choses à porter. Puisqu'on le voit, donc en fait, ce qui est attendu d'eux, c'est une présence sur le site, qui soit aussi les moteurs de la dynamique locale, qu'ils puissent accueillir et transmettre des informations de base aux autres personnes participantes et qu'ils fassent le petit entretien, balayer, nettoyer, etc. autour du site. Et on le voit, en fait, ça passe de 15 minutes à 1 heure, plus d'1 heure par semaine, l'engagement de référents de site. Et quand on est sur les tranches hautes d'engagement, c'est vrai que ça veut dire que si un des référents s'en va, il va y avoir beaucoup de tâches qui ne seront pas accomplies, qui devraient revenir en fait à la collectivité. Donc, on pense bien sûr à la conception du site qui revient à la collectivité. Ça, généralement, c'est bien pris en charge, bien pris en compte. Il y a aussi l'accompagnement, la formation. Ça, c'est essentiel que vraiment la collectivité s'engage là-dedans. Et puis ensuite, il y a le soutien aux référents et l'animation des réseaux de référents. Que chacun puisse se rendre compte, ah, toi tu fais comme ça, moi je parle de ça de cette manière, etc. Et on a vu que dans ce genre de cas, on a en gros de 1 à 2 ETP pour 10 000 habitants et que c'était un ratio sur les collectivités qui avaient le plus d'expérience, qui répartis entre interne et externe.
qui était le plus courant. Quand on regarde en conclusion ce qu'on s'est dit, c'est que c'est important qu'il y ait un déploiement de moyens humains, un soutien à la dynamique. Tout ça pourquoi? Pour en fait augmenter le nombre de participants, parce que quand on conçoit une politique publique, on va aller desservir des habitants. Et finalement, si les habitants desservis ne sont pas convertis en habitants participants, on va avoir du mal en fait à réduire les coûts, puisqu'on n'aura pas converti des OMR collectés en biodéchets détournés. Donc, c'est là qu'on arrive sur l'étude sur les coûts. Donc, on reprend ce que je viens de vous dire. Nos premières conclusions, c'est que c'est un processus progressif. C'est pas d'un coup, avec un claquement de baguette magique, que tout le monde va au compost. C'est d'abord desservir des habitants qui vont être transformés en habitants participants. Et une fois qu'on a des habitants participants, progressivement, les habitants participants vont monter en tonnage détourné pour apporter, en fait, voilà, qu'il n'y ait plus du tout de biodéchets dans les déchets ménagers collectés. Tout ça amènera à terme à un coût réduit à la tonne et à l'habitant. Et notre étude montre qu'il y a des pistes d'action à toutes les étapes. Donc d'abord, voilà, en fait, on a décidé de s'intéresser à une dizaine de collectivités pour aller dans le détail. C'est très complémentaire à une étude de l'ADEME qui est sortie la semaine dernière, qui est très macro sur plus d'une centaine de collectivités, qui permet d'avoir beaucoup de données. Nous, on a fait un peu des monographies qui permettent de voir comment, en fait, dans le temps, vit une politique publique de gestion des biodéchets, de gestion de proximité, et quels ont été, en fait, les déterminants du succès pour réussir à détourner un maximum de biodéchets et maîtriser les coûts. Donc, on a des politiques publiques qui sont adaptées à chaque territoire. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas vous dire la meilleure façon, c'est ça. Ça nécessite que chaque territoire étudie finement les typologies d'habitat, les possibilités d'exutoire, comme je disais tout à l'heure, les ressources en termes de relais, de sensibilisation, etc. Ensuite, qui est effectivement des installations de sites. Si on veut détourner des biodéchets par gestion de proximité, il faut bien que les installations existent. Et en même temps, en parallèle, faire de la sensibilisation et de la communication. C'est le premier point. À partir de la sensibilisation, ça peut être mettre en place des événements zéro déchet, faire des actions dans des vies de village, de la vie de quartier, et prendre aussi en main, nous fournissons, par exemple, la quinzaine du compostage de Tokopost, on fournit des kits de com, etc. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Et ensuite, une fois que, on va dire, ça commence, il faut, sur l'installation de site, sur le côté, je l'ai divisé en deux pour qu'on ait un peu le côté matériel. On est du matériel qui soit renouvelé si besoin, et de la fourniture de broyat. Donc, s'assurer, puisque, comme le disait Elsa, le compostage, la gestion de proximité, c'est à la fois les déchets de cuisine et de table et les déchets verts. Donc, les déchets verts, là où les habitants ont accès à des déchets verts, bon, ça peut être simple, mais il y a des endroits en type de compostage partagé où il y a besoin de leur apporter du broyat. Donc, c'est essentiel que ce soit fait, sinon la dynamique voilà, perd de son ampleur, puisqu'il n'y a plus les moyens de faire ça dans des bonnes conditions. C'est le mélange déchets de cuisine et table, déchets verts, qui fait que le compostage génère pas de nuisance. Et ensuite, il y a dans tout le volet sensibilisation et communication, il faut vraiment faire de la formation, reformation, et animer les réseaux pour que, en fait, se fédèrent les personnes qui compostent, que ce soit ressenti non pas comme je fais ça marginalement, mais en fait, ça se déploie à travers tout le territoire. Tout le monde a un peu les mêmes problématiques et tout le monde avance au même rythme. Et au final, il y a quand même quelque chose qui est très important qu'on note, c'est le soutien à l'opération des sites. Donc ça, c'est, on va dire, de chaque côté, vous allez avoir, ça va
chaque grand bloc, politique publique adaptée à chaque territoire, ça va être avec l'aide d'un maître composteur qui va vous aider à soit vous recruter en interne, soit en externe, mais qui va vous aider à concevoir vraiment la politique publique. Et après, sur l'opérationnalisation des sites, c'est important qu'il y ait des guides composteurs à minima, donc c'est une autre formation professionnelle, qui soient sur le terrain et qui viennent aider, soutenir, se rendre compte que ce site est en perte de vitesse, il faut un petit peu peut-être mettre les bouchées doubles pour remobiliser des citoyens et ne pas hésiter à revenir voilà, sur la formation, sur resensibiliser. Et donc, du coup, au-delà des coûts, quelles externalités on en parlait au début, externalités environnementales positives, des externalités sociales et sociétales qui permettent de la responsabilisation au sein des quartiers, avoir des échanges, faire du réseau, recréer du lien autour de communs. On a des exemples nombreux où finalement un compost a été à l'origine de la création d'un jardin partagé qui recrée du vivre ensemble au sein d'une collectivité ou de bibliothèques d'objets qui sont déployées sur des territoires. Et c'est aussi les externalités positives, c'est les emplois non délocalisables et valorisants. On a des exemples de collectivités qui en fait forment des agents existants au métier de la gestion de proximité, comme guide composteur, j'en parlais tout à l'heure. C'est un métier qui est accessible par le biais de l'insertion, par exemple. On a des partenariats avec des régies de quartier qui forment des personnels en insertion à devenir guide composteur. Ça leur donne une certification professionnelle. C'est quelque chose qui est très axé sur le lien social et sur la circularité dans l'alimentation. Donc, c'est des métiers d'avenir. Et c'est aussi la porte ouverte puisque à d'autres métiers, à d'autres thèmes, puisque guide et maître composteur, on est vraiment à l'interface de la circularité entre l'alimentation et la production alimentaire. Donc, il y a à la fois une ouverture vers le jardin et vers la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment des métiers qui se développent de plus en plus. J'ai essayé d'être relativement bref. Donc, je vous propose qu'on passe aux questions et aux échanges. Et juste avant cela, j'aimerais vous inviter à une prochaine rencontre que nous organisons en fait avec le réseau Compost Citoyen National, qui est dédié aux élus de collectivité et aux techniciens. Elle se passe en présentiel à Paris le 24 novembre, c'est très peu de temps. C'est en marge du Salon des collectivités locales. Nous sommes accueillis par la mairie du 11e arrondissement et nous sommes en partenariat avec le réseau Compost Plus et France Nature Environnement pour une après-midi apprenante sur le biodéchet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Pas de questions. Je regarde dans le chat. Pas de questions dans le chat non plus. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, bah, ma foi. Je suppose que Florian, tu restes peut-être en non loin si jamais les questions arrivent au fur et à mesure du webinaire. Et puis éventuellement, si jamais tu dois partir, on récupérera les questions et on te les transmettra et on vous partagera les réponses évidemment dans le compte-rendu de ce webinaire. Je serai non loin, donc n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau si besoin. Ça marche. Bon, bah écoutez, on va tout doucement passer à la suite. Moi, du coup, j'ai une question.
en fait à l'auditoire, à savoir si ces premiers éléments vous surprennent, vous confortent ou si vous découvrez des infos. Et une deuxième partie de ma question serait si on menait cette étude sur le Grand Est, si vous seriez disposé à ce que votre collectivité y réponde. Tant qu'à faire, hein, je m'adresse aux principaux concernés. Donc, la première, c'est voilà, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat ou est-ce que c'est pas assez poussé et du coup, vous restez un peu sur votre faim et vous n'aviez pas d'attente préalable voilà, par rapport à cette présentation. Et la deuxième partie, c'est de savoir si vous pourriez être partant pour que l'on mène cette étude sur le territoire pour avoir un peu plus d'éléments régionaux. Bonjour, Oui. une Bonjour. petite réaction. Donc, je suis monsieur Bertrand Cédric, chargé de prévention à l'agglomération Metz-Grand Sud. Donc là, je suis avec ma collègue Emmanuelle Dosserès, ambassadrice du tri. Donc nous, en fait, ce qui nous interpelle, c'est le nombre de personnes pour gérer les biodéchets, l'implantation des sites, enfin le suivi, enfin tout ça. Donc nous sommes que 2 pour 35 000 habitants. Donc ça nous inquiète un peu, quoi. Donc voilà. On entend bien, effectivement. Après, ça dépend. Je ne connais pas votre collectivité. Ça peut dépendre de la densité. Parfois, on a des effets de densité qui permettent de mutualiser des animations, de la sensibilisation sur un territoire plus serré. Mais j'imagine effectivement qu'à 2 pour 35 000 habitants, c'est quand même peut-être ça nécessiterait d'envisager du renfort, mais je comprends que ça puisse être compliqué aussi collectivité par collectivité. Encore une fois, nous aurons plus de détails dans la version finale de l'étude sur les coûts qui arrive très, très vite, pour justement montrer comment l'investissement dans, en fait, dans du temps humain permet de réduire quand même assez drastiquement le taux de biodéchets collectés dans les OMR et donc permet au final de réduire le coût à la tonne parce que finalement le temps humain c'est de la sensibilisation, c'est de l'action, c'est de la communication, c'est ça qui permet au final de détourner les biodéchets. Donc voilà, j'espère que ce sera une aide pour vous pour développer le nombre de salariés sur cette thématique. Ok, bah, je vous remercie. Merci pour votre réaction. D'autres personnes veulent réagir ou poser des questions ou répondre aux questions d'Elsa aussi? Si vous êtes timide, vous pouvez répondre dans le chat. Oui, dans le chat. Pardon, dans le fil de discussion. Alors c'est vrai que je me permets, peut-être que ça permettra de créer une atmosphère un peu plus facile pour intervenir. C'est vrai que la difficulté derrière cette question des coûts, c'est aussi tout ce qui fait l'intérêt de la PGPROC, c'est que chaque projet s'adapte un petit peu aux contraintes et aux spécificités des territoires. Bon, nous, on vous le présentera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que en fonction des interventions ou des modes de gestion que l'on veut appliquer, bah, le coût ne sera pas forcément le même. Si vous avez un fabricant de composteurs sur votre territoire, le coût du composteur sera sans doute pas le même que si vous en faites venir de l'autre bout de la France. Donc, on n'est pas tous égaux face à ça. Et puis, on sait que certains modes de gestion impliquent plus ou moins d'investissement que d'autres. Mais ça, on va essayer de vous donner
quelques pistes aujourd'hui. Donc, on n'aura pas la prétention, vous l'aurez compris, de vous donner des budgets précis et clés en main. Mais au sein du réseau, comme Florian a pu le présenter, on commence à bien cerner ce qui fonctionne vraiment. Et même si les coûts, du coup, peuvent un petit peu varier en fonction des territoires, on a réussi quand même à estimer quelques enveloppes pour chaque poste de dépense. Donc, c'est ça qu'on va essayer de vous présenter juste après. Elsa pour le compostage domestique et moi-même pour le compostage partagé. Voilà. Et juste, je rajouterais un petit élément sur ce que tu viens de dire, Gaëlle. Mhm. En fait, effectivement, en fonction des territoires, on n'a pas les mêmes possibilités hein, de développer des choses. Ça peut être intéressant aussi de penser en dehors des silos classiques. Alors, on a les déchets, on a telle enveloppe, puis ça va servir à juste gérer les déchets. Et puis l'insertion, par exemple, telle autre enveloppe, le développement économique. Uniquement pour ça, c'est intéressant aussi de se dire, là, on est à un changement de paradigme sur la gestion des biodéchets. Donc, en fait, il y a des créations d'emplois qui va se faire avec nouveaux modes de gestion des déchets. Et donc, ça peut être intéressant de regarder avec différentes délégations, différents services, comment on peut mutualiser en fait les coûts. Parce que ça peut être, j'ai un exemple qui me vient en tête là, donner d'un côté une subvention à une entreprise, une menuiserie d'insertion pour développer des modèles de composteurs adaptés aux besoins. Et du coup, de l'autre côté, les obtenir, avoir un partenariat avec cette structure pour développer le compostage sur le territoire et donc réduire les coûts du service déchets tout en obtenant quand même un service adapté qui vient du territoire. Voilà, c'est un petit parenthèse. Ouais, donc à ton sens, il faudrait vraiment penser en termes de mutualisation de services presque finalement pour essayer de soit répartir les charges, soit répartir les coûts. Exactement. C'est vraiment avoir une pensée globale, puisque on va, du coup, là, je parlais développement, emploi, mais on peut aussi regarder les coûts évités côté service d'entretien des jardins pour en fait se fournir en amendement, en fertilisant. Ça peut être aussi parfois quand on a des politiques en cœur de ville de renaturalisation de l'espace public. Ça passe souvent par aller se fournir, acheter de la tourbe. Si à la place de ça, on peut utiliser de l'amendement créé localement par les composteurs de quartier. En fait, tous ces coûts-là qui sont évités, ça peut rentrer dans le logiciel. Comment est-ce qu'on finance notre politique publique de gestion de proximité qui est quand même, c'est un changement, donc ça peut être générateur de coûts par rapport à ce qui se passe maintenant. Et donc, voilà, chercher toutes ces pistes, en fait, puisqu'on est, comme je le disais, à l'articulation dans le retour au sol entre différents services, entre différentes choses. Oui, et puis peut-être que je peux rajouter si c'est pas si personne ne veut prendre la parole entre-temps, que le coût que l'on va investir dans une grosse installation ou un exutoire ou un prestataire qui va gérer en une seule ligne budgétaire, on va dire, la gestion de ces biodéchets, eh bien finalement, on peut la récupérer dans l'emploi qui est créé au sein même de la collectivité. Voilà. Ça, c'est une piste de réflexion. Est-ce que c'est pas tout aussi intéressant? Nous, évidemment, on a notre réponse. Après, à voir après comment vous pouvez vous l'approprier, cette idée. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Ma foi, je vais vous proposer qu'on passe à la suite avec la partie compostage domestique qui nous sera présentée par Elsa. Évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ça, n'hésitez pas à réagir dans le fil de discussion. Je partage l'écran, je le partage. Comme tu veux, je peux partager. Je partage? Mm. Allez, attendez que je me remette dessus, que je sache faire la mise en
diaporama. Et si je ne partage pas, ça ne va pas marcher. Je passe dans le bon sens. Partager l'écran. Tac. Et voilà. Partager. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont d'ores et déjà mis en place des politiques de distribution de composteurs. En général, quand on parle compostage partagé, c'est souvent ce qui vient à l'esprit en premier. Au départ, on n'était pas parti pour s'intéresser plus que ça à ce point-là. On voulait vraiment axer sur le compostage partagé qui génère en fait des projets de plus grande ambition. Mais on s'est rendu compte en regardant un peu les différents sujets abordés les années précédentes que on n'a fait qu'effleurer cette question et en fait, on n'en a jamais vraiment parlé. Donc, on s'est dit que finalement, c'était quand même peut-être le bon moment pour aborder ce sujet. Et donc, on va faire un point sur le compostage domestique qui a vraiment son rôle dans cette politique générale de prévention et gestion de proximité des biodéchets. Je te laisse défiler. Alors, le compostage domestique, comme tout le monde le sait, c'est un foyer qui a un petit espace enherbé, peut poser son composteur et gère lui-même ses biodéchets ceux qu'il génère dans sa cuisine par son activité domestique. Donc, il est plutôt intéressant sur un territoire à dominante rurale d'avoir ou alors sur un territoire mixte comme on en a. Enfin, moi, dans mon coin, en fait, par exemple, dans le Bas-Rhin, on en a pas mal des territoires mixtes qui sont où il y a encore beaucoup d'habitats individuels parce que ces habitats individuels, même si la grande tendance est au pavage et au jardin japonais, il y a encore de temps en temps un petit peu d'herbe, un petit peu de sol, de vrai sol. Et il nous paraissait intéressant de mettre l'accent sur ce premier niveau en fait, de la PG Prox, sachant que c'est le plus simple à mettre en œuvre finalement. Parce que chacun peut se l'approprier, peut le faire à son rythme. Ça ne nécessite pas forcément ça ne nécessite pas, c'est sûr, d'occupation d'espace public. Et du coup, ça permet une certaine souplesse. Les gens font à leur rythme, comme ils veulent, ils réutilisent, etc. Mais ça nécessite quand même un accompagnement plus léger, mais un accompagnement et une conviction, je dirais même, de la part des collectivités qui sont promotrices. Donc, l'intérêt aussi de pouvoir promouvoir en fait ces actions-là, c'est que la gestion domestique, on entend le compostage, mais aussi toutes les actions de paillage, tout ce qui va être l'utilisation de bois en bois de chauffage sec, évidemment, parce que sinon la pollution elle sera au rendez-vous, mais aussi l'alimentation animale. Et donc, voilà, c'est un peu plus global que juste le petit composteur ou les composteurs installés dans le jardin. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir un traitement in situ par celui qui génère les déchets de ces déchets. Donc, il est important, donc vous avez les chiffres, hein, je ne vais pas vous lire, en fait, il n'y a aucun intérêt que je vous lise la diapo. Donc, il est intéressant de miser sur la gestion domestique quand elle est possible, parce que l'usager va traiter lui-même ses biodéchets dans son jardin, donc il n'y aura pas d'implication au niveau de l'espace public. Et les volumes vont être réduits. Et donc, une famille de 4 personnes ne génère pas autant de biodéchets qu'un immeuble ne serait-ce que de 10 foyers. Et donc, du coup, la gestion en est facilitée aussi. En plus, c'est souvent une porte d'entrée vers d'autres démarches de prévention, parce que les personnes qui commencent à faire du tri chez eux. Alors, ça fonctionne aussi pour le compostage partagé, hein. Dès que le citoyen commence à trier ses biodéchets, donc à devoir faire l'effort, je mets pas, etc., il va être plus attentif à ce qu'il met dans sa poubelle. Et donc, globalement, le geste de tri, même sur les autres flux, va être amélioré. Il faut savoir que le biodéchet
est composé donc principalement d'eau, globalement 40% du poids de la poubelle, hein. Ce sont des déchets qui, s'ils sont mis dans la poubelle des ordures ménagères, vont être transportés, donc des déchets lourds, transportés par camion vers l'incinérateur. Voilà, trop d'eau dans un incinérateur n'est pas bénéfique, même si un incinérateur a besoin d'un peu d'humidité. Donc, quand on investit dans le compostage domestique, on peut aussi financièrement s'y retrouver parce que d'abord, il y aura moins de tonnage à collecter. Il y aura aussi probablement moins de déchets verts parce que la source de déchets, de structurants nécessaires au bon fonctionnement de son composteur, et finalement, c'est celui qui l'apporte à la déchetterie qui va pouvoir la garder et l'utiliser in situ. Et ces baisses de tonnage vont contribuer à maîtriser les coûts qui vont être liés à la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes, qui, elle, ne fait qu'augmenter. Ça, vous êtes beaucoup mieux placé que nous pour en connaître les implications. Mais dire, voilà, faites du compostage partagé ne suffit pas, sinon ce serait tellement simple, nos métiers seraient d'une facilité déconcertante, et voire même ce serait presque de l'escroquerie. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, pour pouvoir, il faut quand même réfléchir en matière de politique, même si elle sera un peu plus allégée. Donc, il faut mettre les chances du côté de la collectivité et du citoyen pour qu'il y ait un vrai impact, une vraie dynamique et il va quand même falloir à un moment qu'on mesure qu'on mesure cet impact. Alors, c'est très compliqué parce qu'on travaille avec l'humain, donc c'est l'humain qui va pouvoir dire, voilà, moi, je détourne mes déchets, forcément, mais il ne va pas peser, on ne peut pas demander à chaque foyer de peser ses biodéchets. Donc, les indicateurs ne vont pas être les mêmes que quand on a un opérateur qui va collecter dans des point d'apport volontaire, il dira, voilà, on a détourné tant de tonnes, c'est allé en méthanisation, on a produit tant de choses. Voilà, ça ne pourra pas être du même ordre, les indicateurs qu'il faudra suivre, mais il faudra quand même en mettre en place et en suivre pour pouvoir aussi justifier de la pertinence de cette politique-là. Et donc, les indicateurs de suivi, il faut vraiment les réfléchir en amont et qu'ils soient simples, faciles, et surtout que l'information puisse être recueillie et exploitée. Donc, comment on peut mener une opération de promotion du compostage domestique? Et il y a 3 points principaux, hein. Ça va être d'abord, on va inciter les usagers à composter chez eux. Et donc, pour ça, il va falloir expliquer le pourquoi c'est important. Et dès que les gens, pour l'avoir fait, pour le vivre sur le terrain, quand les gens comprennent quelle est l'importance et pourquoi il est important de faire le geste, l'acceptation du geste est plus facile. La deuxième, ça va être d'être facilitateur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre à disposition, soit, alors selon les collectivités, gratuitement ou à prix préférentiel, des composteurs. Donc ça va être les outils, le support, pour des territoires qui seraient, ou des personnes qui seraient un peu en mal de structurant, de permettre l'approvisionnement en structurant aussi, soit chercher en déchetterie, peu importe, mais que ce soit facile si jamais toutes les conditions ne sont pas réunies par le foyer. Et enfin, il va falloir donner toutes les clés pour réussir ces opérations, c'est-à-dire que le citoyen, il doit apprendre à composter. C'est un simple geste de jardin, tout comme on apprend à planter des choux, des carottes ou des pommes de terre, et il faut apprendre à composter. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on n'y met pas, comment on le gère, comment on le retourne, comment on l'utilise. Ça va être des formations sur des jours et des jours. Une courte information peut suffire, mais il faut qu'elle ait lieu. Suivante. Tu sais que tu n'as pas de son, Gaëlle, hein, donc si tu parles, je ne t'entends pas. Voilà. Alors, vous allez avoir, on a essayé de faire des grandes catégories. Alors, toutes les étapes, on a pensé en fait on a pensé, pour vous faciliter un peu la réflexion, en 3 points. D'abord, les étapes. Quel est l'investissement qui est lié à cette étape?
Et après, on vous a mis des fourchettes de prix à peu près qu'on a pu constater sur le territoire ou de nos expériences ou d'expériences de partenaires. Et ça vous donne un peu une idée. Ne revenez pas dans 15 jours en disant: «Oui, mais moi j'ai fait faire un devis et finalement, le composteur, il me vaut, 150 €». Oui, bah, voilà, oui, bah, ça peut arriver. Mais voilà, c'est pour avoir un peu un ordre de prix parce que, comme disait Gaëlle tout à l'heure, on ne peut pas vous donner clé en main. Bah, voilà, une opération de compostage, ça vous coûtera ça parce que selon que vous habitiez, à Strasbourg ou à Reims, ben, ça va pas forcément, ce ne seront pas les mêmes tarifs, ce ne seront pas les mêmes coûts, les mêmes fournisseurs, et cetera. Donc, on a essayé de réfléchir pour que vous puissiez vous faire à peu près une idée. Et donc voilà, donc il y a 3 étapes pour le compostage domestique. Vous en avez une qui va être, consacrée à l'achat du matériel, une à la distribution du matériel et tout ce qui est, sensibilisation, formation des utilisateurs. Vous verrez qu'en compostage partagé, il y a beaucoup plus d'étapes, hein, forcément, mais celles-ci sont quand même indispensables. Hem, Vous avez, alors l'achat du matériel, principalement, ça va être le composteur. Qu'est-ce qui fait le prix d'un composteur? Le prix d'un composteur, ça va être, son matériau de fabrication. Est-ce qu'il est en bois, en plastique? D'où il vient, donc les frais de transport, en fait, les frais d'acheminement vont avoir un impact. Si c'est comme disait tout à l'heure Gaëlle, si vous avez un fabricant proche de votre territoire ou plus éloigné, les frais forcément ne seront pas les mêmes. Et vous allez aussi avoir, le format, enfin pas le format, le litrage du composteur forcément il va influer un peu sur le prix, mais c'est pas forcément ce qui est le plus significatif, mais sa technicité. Est-ce qu'il y a une porte? Est-ce qu'il y en a pas? Est-ce qu'il y a une trappe? Est-ce qu'il y en a pas? Est-ce qu'il y a un couvercle ou pas? Est-ce que les planches sont rabotées ou pas? Et cetera. Et ce qui va jouer aussi sur le prix, ça va être, le bois choisi. Et est-ce que c'est du bois de récupération? Est-ce que c'est du bois réputé imputrescible, tel que le mélèze? Voilà, forcément, dès qu'on change d'essence de bois, on peut avoir un impact sur la durabilité du composteur, mais aussi sur son coût, forcément. Et ce qui va aussi être important, ça va être l'épaisseur de planche. Alors, tout ce que je vous dis là, on ne le répétera pas forcément dans la deuxième partie quand on parlera compostage partagé, mais gardez en tête que ces critères de choix du composteur vont être les mêmes pour un compostage partagé, hein, pour les sites de compostage partagé. Plus l'épaisseur de vos planches seront épaisses, plus votre composteur durera dans le temps, forcément. Parce qu'en fait, comme le compostage en bois, hein, j'entends évidemment, comme le compostage génère beaucoup d'humidité, que le bois absorbe cette humidité, voilà, sa durée de vie va être d'autant plus allongée que la planche sera épaisse, mais par contre, le coût sera plus épais aussi. Sera plus lourd aussi, pardon. Après, on a rajouté des bioseaux, pas mal de personnes, pas mal de collectivités utilisent ce système pour pouvoir, voilà, ça fait un moment où on distribue des bioseaux, du coup, ça permet de mettre en avant, de réunir les gens sur un moment, au moment de la distribution. Ça crée une occasion de sensibilisation. Étant issue de la prévention, j'ai tendance à dire n'hésitez pas à miser sur la récupération, la réutilisation. Ça fonctionne aussi très bien et c'est aussi une autre manière d'aborder la question de la prévention des déchets au sens le plus large. Et puis, ça fait faire des économies assez substantielles, j'ai envie de dire. Et enfin, vous passerez difficilement à côté à minima d'un petit flyer qui va au moins récapituler les étapes, voire d'un petit guide qui peut aussi du coup s'étendre un peu sur comment gérer les déchets du jardin. Donc, selon ce que vous voulez mettre en place et promouvoir, votre communication papier physique, en fait, pourra être plus ou moins développée. J'en profite pour dire que les adhérents au réseau Compost Citoyen Grand Est auront accès au centre de ressources avec un certain nombre d'exemples d'outils qui sont validés, en fait, dont le propos est validé, donc dont les propos pourront être pris. Et une des actions de cette année est en cours de finalisation. Là, ça va sortir d'ici une quinzaine, enfin d'ici la fin du mois de novembre. Ce seront des textes sans mise en page, donc des textes bruts qui pourront être réutilisés pour la communication aussi.
Mais alors là, pour le coup, c'est réservé à nos adhérents, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Parenthèse fermée. Le budget des composteurs va aussi dépendre à quel type d'entreprise vous faites appel. Si c'est une entreprise d'insertion ou pas, si c'est un… Voilà. C'est pour ça qu'on a mis à partir de 100 € pour les 400 litres. Il me semble que c'est la fourchette la plus basse qu'on a pu constater, mais voilà, après, selon, ça peut monter. Et s'adresser à une entreprise d'insertion sur son territoire, eh ben, comme disait Florian, ça permet aussi de mettre en avant une autre politique portée par la collectivité. C'est de l'emploi local qui ne sera pas délocalisé, hein, parce qu'il n'y a aucun intérêt de promouvoir les composteurs qui viennent de très loin. Donc, on a sur les territoires des fournisseurs, plus ou moins proches, mais il y en a en Grand Est, donc autant faire appel à eux. La distribution de matériel peut se faire au fil de l'année forcément. L'idée, c'est de la coupler avec une action de sensibilisation et n'hésitez pas là. Alors là, ça peut être aussi l'occasion de remplir vos tableaux d'indicateurs. Voilà, on note qui est qui, combien de foyers, combien de personnes vont être touchées par l'action, en fait, hein, pour pouvoir après en tirer les conclusions. Et après, tout ce qui est sensibilisation, formation des utilisateurs, ça va dépendre de ce que vous voulez transmettre. Donc, soit lors d'un événement, soit par des rendez-vous réguliers, tous les mois, peu importe. Ça va être à vous de voir ce qui est le plus adapté à votre territoire. Et ça peut aller de 30 à 45 minutes pour avoir un B.A.B.A., donc vraiment les bases. Hein. B.A.B.A., c'est vraiment les bases du compostage. Comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce que j'y mets, comment je l'utilise. Voilà, les 4 points sont vus. Pas plus de 45 minutes avec les questions, c'est… Voilà. Ou pour 1h30, un peu plus, si c'est une conférence, on va un peu plus se creuser d'autres points de prévention, un peu plus parler jardinage, peu importe, voire jusqu'à 3h, 3h30 d'ailleurs, une formation pour un module de référent de site. Et donc là, pareil, dans le budget estimé hors taxe, on vous a mis à peu près les fourchettes de prix. Ce qu'on n'a pas listé là, c'est la possibilité pour le citoyen d'avoir un interlocuteur. Alors que ce soit une association avec laquelle vous avez tissé un partenariat, mais voilà, un endroit où, s'il a une question, il puisse la poser et avoir une réponse rapide. Parce que dès qu'un composteur commence à partir en cacahuète, des fois, il ne faut pas faire grand-chose pour rattraper le coup, mais une fois qu'il a vraiment peiné ou qu'il est en mal, les gens ont tendance à abandonner, peuvent avoir tendance à abandonner assez vite, surtout s'ils sont très jeunes dans la pratique. Voilà. Donc, ça peut être intéressant d'avoir quand même un interlocuteur ou un numéro ou une adresse mail vers laquelle ils puissent se tourner pour pouvoir poser leurs questions. Voilà pour le compostage domestique d'une manière générale. Forcément, donc on le répète et on va le répéter jusqu'à la fin, hein, ce type de projet va s'adresser, va devoir s'adapter aux contraintes de vos territoires, aux spécificités, à vos fournisseurs proches. Et donc, on ne peut que parler en matière de fourchette, mais on espère que cette manière de voir d'aborder la question vous conviendra. Voilà. Est-ce que… Il me semble que… Oui, que je que peux j'ai fait le tour, hein. rajouter un tout petit élément? C'est le fait donc dans tous les cas effectivement, tu l'as bien dit de ne pas laisser les habitants seuls dans leur pratique parce qu'on constate encore très souvent que c'est pas parce que le compostage est une pratique ancestrale qu'en fait les gens le font très bien tout seuls. On constate bien trop souvent que le compost, il est installé au fond du jardin, il est pas que enfin le composteur est installé au fond du jardin, que le compost n'est pas forcément réutilisé, chaque année, que même, ce fameux composteur, il est sous-utilisé. On hésite encore à mettre, les agrumes, on hésite encore à mettre la viande, on a encore beaucoup d'idées reçues, et d'a priori sur la pratique.
Donc c'est quand même, assez important de ne pas laisser les usagers seuls dans leur pratique et au contraire de les accompagner pour le faire, mais en s'entourant évidemment des bonnes personnes, des personnes qui sont formées, des maîtres composteurs évidemment, à minima des guides composteurs pour éviter, bah, de continuer à répandre des idées reçues et de ne répondre qu'à moitié aux a priori, des usagers. Voilà, c'était petite parenthèse que je souhaitais rajouter. Un point aussi, de plus en plus de collectivités d'ailleurs, enfin pour lesquelles, la maison du compost pour laquelle je travaille, a faire en fait, conditionne soit la vente, soit le don en fait, hein. On a les 2 cas sur notre territoire, de composteurs domestiques au suivi préalable de cette courte formation. Ça permet, d'éviter de retrouver le composteur, quand on passe près des jardins, de voir que c'est devenu, finalement un bac à fleurs ou un potager, surélevé, au mieux, ou alors, carrément ramené en déchetterie parce que finalement il ne sert pas, ou passer dans la cheminée parce que, du bois, c'est toujours bon à brûler, ça remplace du chauffage, enfin voilà. Donc, cette petite condition sine qua non, voilà, vous devez avoir, participé à cette courte information ou formation pour pouvoir accéder au prix préférentiel. C'est, c'est un préalable qui me paraît très intéressant. D'abord, ça permet aussi de savoir de quelle partie de votre territoire, pour remplir vos indicateurs, c'est une bonne idée. Et en plus, ça permet aussi voilà, comme disait Gaëlle, de passer en revue un grand nombre d'idées reçues, et donc de faciliter le tri et surtout de permettre que globalement, l'ensemble des biodéchets générés par un foyer pourraient passer en compostage sans aucun problème, une fois que le geste est maîtrisé, et d'autant plus en compostage domestique, en fait. C'est d'autant plus facile parce que les volumes sont restreints. La dernière diapo vous présente quelques ressources, en fait, auxquelles vous avez accès, adhérents ou pas, hein, mais voilà, on n'est quand même pas comme ça. On ne garde pas tout pour nous. Vous avez donc sur la partie gauche de votre écran donc les fiches techniques du réseau à la fois national et du réseau Compost Citoyen Grand Est. Donc, vous allez avoir une fiche sur les outils. Et vous avez aussi un comparatif entre différents composteurs domestiques, une publication de nos collègues du réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes, dont le lien est tout à droite. Et au milieu, on vous a remis la médiathèque participative qui est en cours de refonte, hein, médiathèque va disparaître et ce sera centre de ressources où ce sera donc plus large. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de documents de communication et d'autres moins. Voilà, l'objectif étant de réunir au même endroit l'ensemble, fiches techniques, fiches pratiques, documents, études, etc., tout au même endroit. Donc en plus, un centre de ressources, donc c'est un peu en refonte. Voilà, il y avait une petite question. Alors oui, viande et poissons, je vais faire un peu de teasing. Oui, bien sûr qu'on peut mettre la viande et le poisson dans les composteurs partagés. C'est même fortement encouragé, à mon avis, sous réserve que chacun sache le faire, en fait. C'est quand moi je fais une formation d'initiation au compostage, mais même en individuel, s'ils n'ont jamais composté, ils ne commencent pas du végétarien, ils l'introduisent au fur et à mesure. Un compostage partagé, c'est pareil. La viande et le poisson, c'est tout à fait gérable. C'est juste qu'il faut savoir le faire, en fait. C'est absolument pas compliqué. Il faut savoir le faire. C'est un geste à apprendre, voilà, c'est tout. Et ça ne demande pas des heures et des heures, hein. Oui, merci beaucoup. En Parfait. fait, bien souvent, les collectivités qui sont un peu frileuses, frileuses, qui savent que c'est important que les gens puissent le mettre, mais qui veulent pas forcément, qui veulent pas non plus avoir des grosses protestations des riverains en disant « Ah, ils veulent de la viande, ça va attirer toutes les bestioles du monde ». En fait, ne mettent pas l'interdiction. Voilà, c'est plus, on peut dire oui, c'est accepté, mais on peut aussi dire que ça n'est pas refusé. Et donc, quand on ne met pas l'interdiction, finalement, si les gens ont participé, ils savent qu'ils peuvent le faire. Alors,
c'est sûr que, bah, c'est pas le rôti en entier. Enfin, j'espère que de nos jours, on jette pas enfin si ça arrive encore, mais voilà. C'est de toute façon, ça va être des aliments qu'il faut couper, qu'il va falloir enfouir. C'est juste une technique un peu plus, voilà, il faut savoir le faire, il faut que les gens s'y tiennent, mais ça fonctionne en compostage partagé, oui. On le voit en compostage autonome, hein, ils le font. Ils passent tout, enfin beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie compostage domestique? Bah, du coup, s'il y a pas d'autres questions, j'en profite Ouais. pour, vous remercier de votre venue, madame Barbier. Oui, ça arrive, vous pourrez voir le début du webinaire en replay, sans problème. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à passer par le chat, comme ça on pourra vous répondre, soit Gaëlle, soit moi, selon qui est en cours de présentation pour que vous puissiez, reprendre le train en marche. Du coup, Voilà. est-ce que je te laisse, le partage ou est-ce que tu veux qu'on échange? Je veux bien qu'on échange, comme Très ça me bien. permettra d'avoir, les notes sous les yeux. Hop, alors attendez, comme ça, voilà. Tac. Alors, dans les Voilà. ressources qu'on vous avait indiquées, vous aviez un comparatif de différents composteurs domestiques. Vous aviez le lien vers notre fameuse médiathèque participative, mais qui va être un petit peu refondue d'ici la fin de l'année. Et puis, les fiches techniques, soit du Grand Est, soit du National, qui sont intéressantes aussi pour avoir des informations plutôt techniques et pratiques sur ces sujets-là. Eh bien, ma foi, continuons. Donc, effectivement, le compostage domestique, il est à prendre en compte dans le schéma global de gestion des biodéchets, on l'a dit. Bon, même s'il n'y a pas forcément d'irréductibles anti-composteurs, il y aura toujours des gens qui vivront en appartement et qui auront, eux, besoin de solutions telles que le compostage partagé. Alors, parenthèse, il y a encore, on en trouve encore beaucoup, des personnes qui ont des jardins, mais qui ne souhaitent pas composter chez eux pour multiples raisons. Ils ne veulent pas louer cette place-là, ils ne souhaitent pas s'y mettre, ils préfèrent le lien social qui est généré sur la placette de compostage, etc. En tout cas, voilà, le compostage partagé, qu'il soit déployé en quartier ou en pied d'immeuble, eh ben, va permettre de capter les biodéchets des usagers en local et contrairement à la collecte, eh bien, de façon, Florian en a un petit peu parlé tout à l'heure, de façon low-tech, en les transformant directement en compost qui est d'excellente qualité. On a d'excellents retours sur les analyses qui sont menées sur les composts réalisés en compostage partagé. Et ça, sans sortir du territoire et sans avoir besoin d'une énorme installation industrielle de type usine, etc. On sait aujourd'hui que plus on accompagne les habitants à se lancer et à encadrer le compostage eux-mêmes, donc évidemment en les accompagnant par le biais d'animation, de formation, etc., plus il y a de liens sociaux et du coup de répercussions sur les changements de comportement au sein du territoire. Donc, Florian en a parlé. On vous invite à consulter le webinaire qu'on a mené en mai si vous souhaitez reprendre chacun de ces aspects. Et OK, mais combien ça coûte? C'est un petit peu ça, pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Eh bien, le coût global de votre dispositif de compostage partagé, il va être influencé par le mode de gestion de ce compostage de proximité. Donc, vous pouvez gérer le compostage partagé complètement en régie. Donc, la collectivité va gérer de A à Z. Vous pouvez vous appuyer, donc ça c'est vraiment la partie, la première partie. Vous pouvez vous appuyer sur une structure locale de type association ou entreprise, s'il y en a une qui est proche ou sur votre territoire, ou bien encore opter pour une solution qui va être mixte et qui va finalement associer les différents intervenants. Ce choix dépend de votre souhait aussi de mobiliser ou non les habitants, c'est-à-dire de les rendre acteurs à part entière de votre dispositif ou non. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Plus on les associe et plus on a de répercussions sur le changement de comportement, mais c'est aussi possible de faire sans, même si on ne le conseille pas. En tout cas,
il va falloir mettre des moyens, si vous souhaitez mobiliser les habitants et appuyer votre dispositif sur eux, il va falloir mettre des moyens pour les former, pour les faire monter en compétences, pour lancer une dynamique de territoire, et parce que, on l'a dit, c'est là qu'on obtient une bonne participation et du coup, un changement de comportement qui va être pérenne dans le temps. Bien sûr, chaque mode de gestion va avoir des avantages, des inconvénients. En choisissant la régie, vous allez nécessairement devoir former ou recruter un ou plusieurs maîtres composteurs en interne qui vont devoir gérer chaque semaine les composteurs. Ces personnes vont pouvoir sensibiliser évidemment vos habitants. Bon, ils ne seront pas organismes de formation, ils ne pourront pas délivrer des formations officielles, mais ils pourront déjà sensibiliser et répondre les bons gestes, répondre aux bons gestes. En vous appuyant sur une structure locale, de type association ou entreprise, comme je vous le disais, vous allez bénéficier de leurs maîtres composteurs qui vont être très expérimentés, qui seront également de très bons animateurs et qui parfois même sont aussi organismes de formation. Bon, il y aura un interlocuteur. Après, vous pouvez aussi choisir cette fameuse gestion mixte qui permet de répartir les tâches en fonction des étapes. Voilà pour cette partie de type gestion. Parmi ces fameuses étapes, certaines sont incontournables et quel que soit votre mode de gestion. Donc, celles qu'on a marquées d'une étoile vont être vraiment les étapes qui vont être indispensables. Les autres ne sont pas indispensables, mais sont vivement recommandées. Pour la partie va finalement lancer la dynamique, accompagner les acteurs. Les chiffres, comme on vous le dit, et je préfère le redire encore une fois, évidemment, ce sont des estimations. Et ça peut varier en fonction des fournisseurs et des professionnels qui sont sur votre territoire. Dans ces grandes étapes, on va avoir pour la première grande étape, 4 blocs d'investissement qui concernent l'achat du matériel. Alors, petit teasing, une fiche pratique va sortir a priori d'ici la fin d'année sur ce fameux matériel concernant le compostage partagé. Donc, si ça vous intéresse, une fiche résumant un petit peu cette partie-là sera éditée d'ici la fin d'année. En tout cas, pour ces blocs d'investissement, on va avoir au départ les bacs de compostage. Alors, j'en reviens pas parce qu'on en a pas mal parlé avec le compostage domestique, mais voilà, globalement, il faut compter de toujours à peu près 3 bacs de compostage, donc bac d'apport, bac de maturation et la matière structurante. Et voilà, donc on a en fonction du litrage, évidemment, des tarifs qui diffèrent. Ensuite, on va avoir les outils. Alors, il y a plusieurs catégories d'outils. On va avoir les outils pour les apports quotidiens, donc de vos usagers. À minima, la petite griffe, la pelle, ça, c'est vraiment la garantie que les bons gestes sont effectués sur la placette et donc il n'y a pas de nuisance. Ensuite, on va avoir les outils qui sont plutôt pour l'encadrement du compostage et son suivi. Donc la fourche, la pelle, le croc, le brasse-compost et puis le thermomètre. Donc ça, ce sont des outils qui vont être, en fonction de votre mode de gestion, dupliqués. Soit chaque placette de compostage a son lot d'outils qui est mis à disposition des référents, soit c'est l'équipe technique qui va gérer et donc qui va potentiellement mutualiser ces outils. Nous avons les bioseaux qui sont pour les utilisateurs. Donc ça, c'est un petit peu pour marquer le coup de ce fameux geste de tri qui commence dans la cuisine. Le bioseau peut être aussi le support de votre communication sur ce qui est accepté ou non dans le composteur partagé. Et en tout cas, voilà, c'est aussi ce qui va pouvoir être distribué pour savoir, pour tenir une espèce de reporting sur qui participe à votre dispositif. J'en reparlerai juste après à partir du bloc inauguration. En tout cas, voilà. Et enfin, on va avoir les panneaux de site. Donc ça, les panneaux de site, ce sont des panneaux qui indiquent les consignes d'apport, qui indiquent les responsables de l'installation. Donc ça, c'est obligatoire pour tout type de site de compostage partagé. Mais le tarif de la mise en place de ces panneaux va vraiment dépendre de vos ressources. Soit vous avez les ressources en interne pour faire la partie graphisme et la partie fixation du panneau, soit, comme c'est le cas dans le tableau que je vous ai indiqué ici, vous réalisez en interne le graphisme et puis vous faites réaliser l'impression et la pose de ces panneaux sur place.
Voilà, c'est ce qui va faire, évidemment jouer sur le tarif, final du coût des panneaux. Une fois que votre matériel est installé ou en tout cas, installé, en tout cas, vous avez fait l'acquisition de ce matériel-là, vous allez potentiellement passer par un diagnostic technique qui est, un rendez-vous sur le terrain avec un maître composteur, formé qui va vous permettre de valider que tous les critères techniques sont respectés pour installer la placette de compostage à un endroit donné. Donc ça, évidemment, ça a un coût. C'est un diagnostic, technique qui peut se faire avec ou sans les habitants, qui veulent s'investir dans le dispositif. Voilà, ça, c'est une étape, qui est assez incontournable dans le développement du projet. S'ensuit la formation des référents, donc ces fameuses personnes qui sont aptes à encadrer le compostage au quotidien sur le terrain. Donc évidemment, là, on est plus que sur une simple initiation d'1 h 30. Une formation qui est chartée, donc la formation référent site à minima, donc qui est reconnue par l'ADEME et qui est portée par le réseau national. Ou pour aller un petit peu plus loin que juste les bases du compostage et la gestion d'un site de compostage partagé, on peut proposer une formation guide composteur sur un module de base qui est de 3 jours et qui permet d'aller plus loin, d'aborder la communication, d'aborder également tout ce qui va être gestion des déchets verts, pour vraiment créer un réseau de référents et de guides sur votre territoire, qui même si c'est un budget, eh bien, ça vous permet par la suite d'avoir voilà, un réseau que vous allez pouvoir animer, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour sensibiliser les autres habitants à l'occasion d'événements nationaux, mais aussi au quotidien sur la placette ou en dehors d'autres événements locaux que vous organisez. Et puis, donc, nous avons acheté le matériel, nous avons réalisé le diagnostic d'installation, on a formé nos référents. Bon, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer le projet. L'inauguration conviviale vous permet de mobiliser vos habitants et de donner à tous les utilisateurs les bons gestes pour bien démarrer le compostage. Donc, c'est aussi à ce moment-là que vous allez pouvoir distribuer vos fameux bioseaux et savoir du coup qui participe à votre dispositif. Donc ça, c'est pour la partie inauguration. Vous pouvez mobiliser soit uniquement votre ressource en interne, soit prendre un stand de sensibilisation en plus. Donc ça va vraiment dépendre des acteurs que vous avez sur votre territoire et de l'impulsion que vous voulez donner à votre inauguration. En tout cas, ensuite, une fois que le site est lancé, eh bien, on n'abandonne toujours pas les habitants dans leur pratique, ni les référents d'ailleurs. On va accompagner le compostage à travers des suivis, des rendez-vous qui nécessitent évidemment des interventions humaines pour vérifier que tout se passe bien, pour intervenir aux besoins et pour accompagner le compostage à minima jusqu'à la récolte et la distribution du compost la première année ou les 2 premières années en fonction du rythme de remplissage du bac. Donc nous, on conseille entre 5 et 12 rendez-vous de suivi, donc évidemment par un maître composteur qui est formé. Et ensuite, une fois que les habitants ont été accompagnés, donc quand je parle habitants, c'est vraiment les référents de site et les utilisateurs, on va pouvoir espacer un petit peu plus ces suivis, à condition que les référents gardent la main sur l'animation de la placette pour continuer d'avoir cette fameuse dynamique et de mobilisation sur la placette. On peut espacer du coup les suivis avec des suivis qui sont uniquement des suivis annuels d'encadrement du site de compostage pour vérifier que tout se passe bien. Voilà un petit peu pour des budgets estimés par catégorie par poste de dépense, on va dire. Je vous ai remis dans les 2 slides suivantes la partie plus réglementation. On en a déjà parlé, donc je m'y attarde pas, mais il y a un certain nombre de choses qui sont dans la réglementation et qu'il faut suivre pour le compostage partagé. On voit encore bien trop souvent de collectivités qui lancent des sites de compostage sans former de référents. Qui ne sont parfois pas maîtres composteurs et qui du coup n'ont pas le recul par rapport à la gestion du site. Donc voilà, je préférais le remettre quand même. Je vois qu'il y a une réaction dans le chat. Pas évident de trouver des référents et de les envoyer en formation. Alors c'est vrai que ça reste
un petit point noir que le fait de mobiliser les référents. Nous, on peut que vous conseiller de commencer des projets de compostage partagé dans les lieux où les habitants sont les plus motivés pour faire effet boule de neige, tout simplement. Hein, ça va être vraiment ce qui va faire en sorte que votre projet va marcher, puisque les habitants, quand ils vont commencer à composter ensemble, qui vont se rencontrer, il y a une émulation qui va se créer sur le site de compostage et après, on se retrouve lors des rendez-vous de suivi pour brasser, pour transférer le compost, enfin la matière en maturation, pour récolter le compost. Et au cours de ces rendez-vous, bah, c'est là que les liens se créent et qu'il y a des discussions qui arrivent et on ne parle pas que de compost. Et on sait, Elsa comme moi, pour avoir vraiment accompagné de nombreux sites de compostage, que voilà, le compost, c'est juste un prétexte que on a déjà bu du vin chaud pendant la nuit avec la frontale en brassant du compost et c'est fait partie des meilleurs souvenirs qu'on a avec les voisins. Voilà, c'est une petite astuce, c'est de commencer le dispositif dans les lieux où il y a le plus d'envie, on va dire. Et puis ensuite, d'accompagner un peu plus, on va dire un peu plus intensément, en tout cas de concentrer les efforts là où il y en a besoin pour créer l'émulation soi-même, en organisant des animations, en créant des prétextes pour se retrouver. Juste pour, pour la mobilisation de la demi-journée, c'est effectivement, enfin de la journée, la vraie formation référent, c'est une journée, hein. C'est Mmh. effectivement compliqué parce que les emplois du temps de chacun sont contraints et qu'au départ, donc une des astuces, c'est aussi de, comment on appelle ça? De saucissonner. Enfin nous, donc la Maison du composteur, organisme de formation et et on contourne un peu le problème en faisant une première partie théorique, voilà, pour présenter, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un site? Qu'est-ce que c'est que le compostage? Comment on composte? Voilà, quel sera le rôle du référent? Donc ça, c'est un premier temps et après, lors de la première visite, lors du premier brassage, on revient, voilà, on poursuit la formation à ces moments-là et lors de la récolte, on termine la formation. Donc sur la durée, en fait, sur la durée de l'accompagnement, finalement, parce qu'en général, on est mandaté pour accompagner jusqu'à la première récolte de compost, hein, sur le site de compostage partagé. Sur la durée, il y aura ce temps-là, mais il n'y aura pas eu un investissement de la personne une première fois, un jour, et puis ça permet aussi d'avoir les questions, de voir les problématiques, de revenir un peu sur des choses qui n'ont pas été comprises ou pas été retenues, etc. Donc, voilà, on contourne un peu cette contrainte de temps en saucissonnant la formation, mais finalement, ils voient l'intégralité des points préconisés par le référentiel, Mmh. mais voilà, sur plusieurs rendez-vous. Donc ça, c'est pour référence. Alors le guide, ça marche pas, hein, on peut pas le faire parce que Oui, c'est c'est une trop. formation enfin voilà, à visée professionnalisante. Donc voilà, mais référent, on peut se permettre, je pense, cette souplesse pour justement permettre de mobiliser le plus grand nombre. Mmh. Et puis d'où l'importance de la communication évidemment, hein, c'est sûr que, si on vend pas la formation comme étant, un moment convivial, vraiment très intéressant qui permet, heu, de se retrouver, de partager et voilà, il y a vraiment quelque chose qui se crée lors des formations, où, voilà, pour avoir donné pas mal de formations aussi, les participants, ne regrettent jamais d'avoir consacré une journée pour cette thématique-là, parce qu'on va plus loin que, juste savoir, brasser un composteur. Il y a vraiment d'autres thématiques qui se créent, d'autres liens qui se créent et c'est aussi une première porte d'entrée, d'un lien que l'on fait avec le formateur, avec le maître composteur qui parfois, souvent, est le même que la personne qui va accompagner le suivi, par la suite. Voilà, donc il y a un lien privilégié qui se crée à ce moment-là aussi, donc il faut aussi vendre les formations comme étant des moments vraiment conviviaux, qui sont offerts, aux habitants. Alors globalement, voilà, tu peux passer à la prochaine, là, j'avais remis aussi la loi AGEC. Globalement, combien coûte un site de compostage partagé quand on met bout à bout les différentes étapes que je vous ai présentées tout à l'heure? On estime à environ 3 000 € le lancement d'un site de compostage partagé. Alors, on a dans ce chiffre-là
retirer le coût de la formation, puisque une formation, on peut accueillir jusqu'à 16 référents et donc on peut, finalement, faire, plusieurs formations, diluer finalement le coût des formations par personne. C'est pour ça que j'avais mis le coût de la formation, réparti au nombre de participants puisque, ça réduisait un petit peu, le coût. Donc pour un site de quartier, si on veut adapter son matériel à une quantité plus importante de biodéchets, comme si quand on est en centre urbain dense, dans une grosse ville, voilà, évidemment, on va pouvoir, on va devoir augmenter ce tarif puisqu'on va avoir de plus gros volumes, donc un matériel plus conséquent, et peut-être un peu plus de suivi au démarrage. Mais voilà un petit peu, ça reste proportionnel. En tout cas, rapporté au nombre d'utilisateurs, hein, les 3 000 €, ce budget dans ce budget, il y a quand même pas mal d'investissements qui va s'amortir sur 5 voire 10 ans quand on est sur du très bon matériel. Donc voilà, rapporté au nombre, ça peut passer un petit peu plus facilement. Le ratio par rapport au volume, là, c'est les 750 litres. On a le ratio de 600 litres pour 20 à 30 foyers et ensuite on augmente d'un bac par tranche de 15 foyers. Ça, c'est le ratio qu'on a. Voilà. Après, il faut faire ses tests en fonction du rythme de remplissage. L'objectif étant de répondre à la loi en offrant à chaque citoyen une solution pour valoriser ses biodéchets tout en accompagnant le changement de comportement. Aussi, et à titre informatif, on peut marquer le coup avec des projets phares. Alors, c'était vraiment une petite parenthèse, mais que j'avais quand même envie de présenter. On peut voilà, marquer le coup en développant des projets un petit peu plus conséquents à l'échelle du territoire, comme on a le cas ici dans les Vosges, à Thaon-les-Vosges, où ils ont travaillé avec l'école du bois et ils ont réalisé des compost cabanas qui sont des immenses complexes où il y a des assises, le récupérateur d'eau, le stockage des outils potentiellement. C'est en tout cas du vrai mobilier urbain qui est réalisé pour ce projet-là. Et donc là, vous voyez, ils ont fait intervenir on peut faire intervenir de l'insertion, du bois local, du bois recyclé. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place à travers juste le projet, le dispositif de compostage partagé. Bon, ça, évidemment, c'est des dispositifs qui coûtent un peu plus cher. On est sur une porte d'entrée à 6 000 € et ça peut aller jusqu'à 23 000 €, évidemment, le dépasser en fonction de qui fait ça. Là, on parle vraiment de projets, on va dire, d'envergure, hein. Mais il y a évidemment des choses bien moins chères qu'on peut mettre en place et qui nécessitent peut-être moins d'investissement et qui sont tout aussi efficaces et qui détournent tout autant de matière. Dans la photo que je vous ai montrée juste avant, la formule à 6 000 €, vous voyez, ça, ce sont des bacs qui font 1 300 litres et qui détournent parfois toutes les 3 semaines. Ils sont pleins toutes les 3 semaines. Donc voilà, ça marche aussi très bien pour détourner une quantité assez conséquente de biodéchets. Alors OK, mais combien de moyens humains pour ça? Alors on a commencé à en parler avec Florian, j'en ai parlé un petit peu avec, l'introduction sur la différence de gestion. Les moyens humains nécessaires, alors nous, on a essayé quand même de donner un ratio, mais évidemment ce ratio, il va dépendre, de votre mode de gestion dans tous les cas. Si vous partez sur de l'implication bénévole, vous aurez évidemment besoin de consacrer moins de temps sur le terrain que si vous gérez en régie, tout seul. Donc là, on vous a mis 2 exemples qui sont assez notables, en France. On a le cas du Cyber à Besançon où ils ont 295 sites de compostage et ils ont 7 équivalents temps plein dédiés au dispositif, même s'ils se répartissent avec une structure, partenaire, c'est c'est la Scope Trivial Compost. Voilà, ils s'organisent, le Cyber gère les chalets de compostage en centre urbain et Trivial Compost gère plutôt les sites, en pied d'immeuble. Mais voilà, et pour une gestion qui va plutôt être fondée sur les habitants, donc à travers notamment l'exemple de Dijon Métropole, voilà, on a 160 sites de compostage, on a 3 ETP dédiés, en sachant que ces ETP sont répartis dans les faits entre plusieurs structures. Arborescence qui va lancer le compostage, enfin lancer la placette, Alphacy qui va suivre pendant un an ou deux, et puis ensuite les ambassadeurs du tri qui vont accompagner le projet et le suivre dans la durée à raison d'une fois par an par la suite.
Alors, je vois qu'il y avait une réaction dans le chat. J'ai pas eu le temps de voir. Oui, c'était difficile de gérer les absences quand Mhm. tout repose sur une personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas un référent par site, Exactement, mais un ouais. binôme à minima. Mais vraiment, c'est à Ah, minima. ah oui, moi je dirais même il faut 3 personnes, 3 référents de site parce que s'il y en a un qui part, quand on Qui est n'est que malade. 2, bah, on s'arrête. Et si alors il y a qu'une seule personne, bah, on n'en parle même pas, hein. C'est vrai qu'on peut conditionner, hein, vous voyez, dans le cas de Besançon ou de Dijon Métropole, enfin notamment Dijon Métropole parce que ça repose sur les habitants, ils ont conditionné la mise en place de leur dispositif sur la participation bénévole parce qu'ils ont constaté que quand ils l'imposent dans un lieu ou sur un site, eh bien, ça ne marche pas parce que ce n'est pas les habitants qui sont demandeurs de ça. Alors évidemment, il faut trouver un juste milieu pour inciter, mais quand même être facilitateur. Mais ça, on va en parler juste après. En tout cas, voilà, nous, on a donné un ratio qui est d'un d'ETP formé pour accompagner, pour s'occuper de 30 sites de compostage. Voilà, gérer le broyage, gérer le matériel, gérer le rythme de remplissage, suivre un petit peu les données en rapport avec la placette, en rapport avec la participation, distribuer les biosos. Voilà, c'est un petit peu toutes ces étapes-là. Et puis, évidemment, animer potentiellement le réseau de guides, hein, parce que nous, on insiste encore là-dessus. C'est ce qui va aussi permettre de diffuser les bonnes pratiques et avoir cette fameuse effet boule de neige dont je parlais un petit peu avant. Alors, Juste oui, pour la question des référents, le message à faire passer, c'est que plus il y a de référents, moins le temps à consacrer au site est important. c'est important. Donc, si on est 4-5, eh ben, le rendez-vous hebdomadaire, eh ben, ça sera qu'une fois toutes les 2-3 fois, parce qu'on sera en binôme, c'est plus sympathique, ou tout seul, ce sera même pas une fois par mois, voire juste une fois par mois. Donc, c'est vraiment un message à faire passer et à dire, bah non, finalement, ce n'est pas si lourd. Mais c'est sûr que si tout repose sur une seule personne, alors il y a des militants qui vont tenir le choc jusqu'à un certain point, mais sinon, ça s'essouffle et ça s'écoule, c'est sûr. Mm. C'est toute la difficulté et j'ai envie de dire tout l'intérêt aussi de ce type de projet. Hein. La notion de réseau permet aussi de redonner un peu de motivation à vos référents et à vos guides dans la mesure où, comment on appelle ça, les personnes vont rencontrer d'autres, vont créer d'autres liens, vont éventuellement bénéficier d'une formation ou d'une visite, toutes choses comme ça. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent valoriser aussi leur engagement. Il y a une question qui est arrivée sur les biosos. Oui. Alors ça va dépendre de ce que vous mettez en place. On peut signer une charte. Certains signent juste une feuille d'émargement. Certains, rien. C'est vrai que ça Voilà. peut valoir le coup quand même de faire signer alors cette fameuse charte. Alors, quand on parle de charte, c'est vraiment quelque chose qui permet de donner un petit peu le fait de OK, j'accepte de respecter les consignes de tri, les consignes d'apport, et puis de potentiellement m'investir à un des événements qui est organisé durant la vie de la placette et qui permet surtout d'avoir l'adresse mail de la personne qui va retirer le bioso parce que ça permet ensuite, eh bien, finalement, de savoir qui participe au dispositif. Et puis d'envoyer les informations. Et voilà. Et à chaque rendez-vous de suivi, tout à fait, ça permet de faire un petit compte-rendu et d'envoyer à tous les participants, de dire, voilà, notre placette, elle a tel âge, voilà comment ça se passe, voilà le rythme de remplissage, voilà ce qu'on a constaté de très bien, voilà, c'est les points de vigilance et pour telle et telle raison, il ne faut pas les faire. Voilà, ça permet de finalement poursuivre un petit peu cette petite formation, cette petite sensibilisation aux bons gestes de compostage et puis qui crée le réseau, qui crée un petit peu la communauté des biosos. Hein, comme certains se plaisent à le dire sur certaines placettes de compostage. En tout cas, voilà, c'est vrai que il y a des petites astuces qui permettent de faire une pierre trois coups, si j'ai envie de dire. Je voulais rajouter quelque chose, mais ça m'est sorti de l'esprit, mais on a dit des choses très intéressantes, donc il n'y a pas de mal. On a d'autres coûts auxquels il faut potentiellement qu'on peut envisager. Alors, peut-être tu peux passer, je pense qu'on n'a pas réinversé les slides, c'est celle sur le après encore? Ah non, avant. Ah, Voilà, je suis allée trop vite, pardon. voilà, pardon. J'ai appuyé trop lourdement sur mon clavier. Oui, c'était la fameuse caractérisation. Alors, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais au moins, on l'aura dit.
la fameuse caractérisation des OMR. Alors, c'est une manière de partir d'un point zéro officiel pour pouvoir ensuite mesurer l'efficacité de son dispositif. Donc, ce n'est pas que pour les biodéchets, c'est évidemment aussi d'une façon générale pour établir les plans locaux de prévention, la mise en place d'une tarification incitative, etc. Mais la caractérisation des OMR, eh bien, ça va permettre de mener une étude avec une entreprise spécialisée que vous aurez choisie, qui va travailler sur un certain nombre d'échantillons d'OM collectés auprès des ménages, voire même des entreprises, pour pouvoir, en fonction de vos spécificités et votre territoire, eh bien, établir, donner une visibilité sur le gisement de biodéchets qui est encore présent dans vos OMR et qui va du coup vous permettre de créer votre dispositif au plus près des besoins finalement de votre territoire. En tout cas, voilà, ça a un coût. Alors, je vous ai mis un exemple parce que c'est un petit peu difficile de vous donner voilà, une caractérisation, ça vaut tant parce que ça dépend de votre territoire, de vos spécificités en termes de collecte et de vos modes de collecte. Donc, moi, j'ai préféré vous mettre un exemple qui est produit par l'ADEME, qui nous a été indiqué dans une fiche Optiged. Donc voilà, ça c'est un petit peu un exemple phare, on va dire. Mais on vous invite à passer des devis tout simplement à des bureaux d'études qui font ces caractérisations pour savoir si vous n'en avez pas encore mené sur votre territoire. Ça vous permet vraiment d'avoir un point zéro. Alors évidemment, il faut en prévoir plusieurs pour pouvoir mesurer l'efficacité de votre dispositif, mais ça reste intéressant pour pouvoir mesurer ça. Ensuite, votre fameux mode de gestion qui est influencé, je vous le disais tout à l'heure, en fonction de votre choix, s'il y a gestion quotidienne par les usagers référents de site, eh bien, votre investissement, il va surtout concerner l'accompagnement. Ça va être de la dépense d'animation. Donc, voilà, l'objectif, ça va vraiment être d'être un facilitateur. Animer le réseau des référents à travers des journées de rencontres, à travers des moments forts, créer vraiment des prétextes pour se retrouver et créer des temps d'échange. Ça va être dans tous les cas la fameuse ça va être si vous passez sur la régie, ça peut être intéressant à bien des égards, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'investissement, d'un autre côté. Il va falloir penser aux équipements de sécurité parce que la personne qui va gérer, le site de compostage, elle va passer, de placette en placette, donc potentiellement ça va être du travail qui est physique et qui va être répété. Donc, il va falloir protéger son salarié et dans tous les cas, il va falloir le former. Donc, bon, il y a quand même ce coût à prendre en compte. Et dans tous les cas, on va de toute manière devoir miser sur la communication à l'échelle du territoire. Donc, quelles que soient les voies que vous souhaitez prendre, la voie presse locale, la radio, les réseaux sociaux, voilà, encore une fois, nous, on peut vous accompagner sur la partie publication parce qu'on produit du contenu et c'était tout l'objet de cette année de produire du contenu prêt à l'emploi pour diffuser les bonnes pratiques sur vos réseaux ou dans vos journaux locaux. Et enfin, être garant de la disponibilité du fameux broyat, sécuriser les approvisionnements, voire assurer les livraisons, parce que votre référent de site, il est bénévole et que voilà, ça me paraît quand même compliqué de donner alors que c'est obligatoire sur les sites de compostage, de donner cette tâche-là à un référent de site, alors que c'est censé être un service public. Donc voilà, il faut penser en termes de un peu transfert de charges plutôt que on peut faire des économies là ou là ou là. Et enfin, si on part tout de suite sur beaucoup de sites de compostage, enfin même si on ne part pas sur beaucoup de sites dès le départ, en tout cas, ça peut être intéressant d'envisager un logiciel de suivi des sites. Je m'explique. Que vous soyez en gestion mixte avec plusieurs autres interlocuteurs ou non, quand on a beaucoup de sites de compostage partagés, eh bien, on va devoir avoir tout un tas de données que l'on va collecter, les documents administratifs, les retours chiffrés des quantités de biodéchets qui vont être détournés, les personnes qui participent aux placettes de compostage. Bref, gérer tous ces éléments-là, ça peut être intéressant de le faire à un seul et même endroit
et qui peut être mutualisable. Alors, gérer avec des documents, des tableurs, etc., c'est intéressant, mais ça a quand même ses limites. Et pour avoir travaillé dans cette part-là, au bout d'un moment, ça devient vraiment compliqué d'avoir les infos à jour, de travailler de façon harmonieuse avec les différents interlocuteurs. Donc, le logiciel de suivi de site va permettre de mutualiser ça et en tout cas de centraliser les données à un seul et même endroit et d'éditer des bilans qui sont toujours précieux pour donner une visibilité sur le gisement qui va être collecté et valorisé en compost et du coup avoir des billes à communiquer sur votre territoire. Et petit teasing aussi, en adhérant au réseau, vous bénéficiez d'1 an d'abonnement au logiciel qui a été développé par un adhérent du Grand Est d'une valeur de 580 € par an. Donc voilà, si vous êtes adhérent, vous avez 1 an gratuit d'abonnement à cette application. Et voilà, ça permet d'avoir au moins de pouvoir tester cette façon-là aussi. Voilà, donc pour conclure, en misant sur le compostage de proximité, faut garder en tête ce fameux service public, même si on se repose sur les habitants. Mais en se reposant sur les habitants, eh bien, on agit véritablement sur les gisements, puisqu'on va amener la population vers un changement de comportement qui va être vraiment plus efficace qu'en misant sur un immense parc de collecte en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire, où on va devoir avoir un exutoire industriel dans lequel on va devoir investir. Donc, voilà. Évidemment que la gestion de proximité, ce sera un petit peu moins cher que de la collecte, mais on a surtout un impact social, environnemental et voilà, de cet ordre de bon vivre au sein du territoire qui est difficilement mesurable si on ne met pas tout de suite en place des indicateurs de suivi. Voilà, je pense, alors évidemment, on n'a pas pu être sans doute exhaustif, mais voilà les principaux postes de dépenses à prendre en compte dans le cadre de projets de compostage partagé. Alors, comment trouver des sites pour la gestion de proximité, appel à candidature ou autre? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Oui, la communication, des appels à candidature, des appels à manifestation d'intérêt, en montrant ce qu'on va pouvoir mettre en place, en faisant potentiellement des réunions publiques. Je sais pas, je sais que c'est toujours un petit peu, tendu de proposer ce type d'idée, qui peut être à double tranchant si on ne sait pas déjà ce qu'on veut mettre en place. Mais voilà, ça peut être, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre pour mobiliser ses habitants. Il y a aussi la porte-à-porte qui peut être très intéressant au sein d'un territoire. Voilà, autant de solutions et je pense que les solutions complémentaires sont évidemment à privilégier. Alors, est-ce que Juste, les communes… Oui, juste pour vas-y. trouver les sites, n'oubliez pas que les habitants doivent être porteurs. Vous pouvez installer un site, décider que cet endroit-là, c'est le lieu idéal, même si c'est le lieu idéal, la bonne exposition, il y a le broyat, il y a tout ce qu'il faut. Si les habitants n'en ont pas le souhait et ne sont pas le moteur de la demande, ça ne fonctionnera pas. Vous vous retrouverez avec un site à devoir gérer en régie. Et si ce n'est pas votre choix de départ, vous devrez le gérer en régie. Un site de compostage partagé qui capote ou qui fait une levée de bouclier aura un impact négatif sur votre politique pire que pas de site. Voilà. Toutes les démarches environnementales n'ont pas le droit à l'erreur, en fait, jamais. Voilà, c'est comme le train, il n'a pas le droit d'être en retard. Voilà, c'est comme ça. La voiture, on peut, ouais. Mais, donc, Aussi, on l'a un petit peu dit au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner de maîtres composteurs qui ont l'habitude de mettre en place ce type de projet. Parce que, ils vous donneront des billes aussi pour le faire. Donc là, on vous en donne quelques-unes et ça me permet de passer à la question suivante. Est-ce que les communes ou collectivités qui ont fortement investi dans le déploiement du compostage partagé ont observé une diminution du tonnage d'OMR significative et une diminution du coût de la collecte des OMR? Existe-t-il un retour d'expérience significatif en la matière? Alors, comment vous dire? Disons que les caractérisations n'étant pas obligatoires et ayant un coût, évidemment, c'est un petit peu compliqué d'avoir un retour significatif sur cette thématique-là. Maintenant, on a aussi à mettre en parallèle le fait que
ce qui marche très bien, c'est en termes de retours chiffrés, c'est quand les collectivités ont déjà investi dans un parc de poubelles et de camions qui mesurent tout et qui du coup peuvent avoir des retours quasi instantanés de ah bah oui, à tel endroit, on peut passer finalement au lieu de toutes les semaines, et ben toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, parce que nos habitants ils sortent leurs poubelles à telle et telle date. À partir de ce moment-là, on peut effectivement avoir des chiffres, mais elles sont pas récurrents et en tout cas, on n'a pas encore produit, d ce type de retour d'expérience. Donc c'est quand même très intéressant et c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut des indicateurs et il faut qu'on les suive. Donc on va prendre ça, on va prendre cet élément, un petit peu plus à bras le corps et je pense qu'on va essayer de voir avec l'ADEME ce qu'on peut, essayer de mettre en place pour avoir ces indicateurs qui soient complétés au fur et à mesure. Je ne sais pas si Florian est encore, dans les nuages des échanges, mais voilà, c'est quelque chose qu'on va faire remonter effectivement, à l'ADEME Grand Est, mais aussi à l'ADEME nationale potentiellement. Peut-être qu'une partie de la réponse, c'est justement dans les résultats de l'étude qui sortiront Mmh. la semaine prochaine ou la suivante, à laquelle Madame Barbier a pas pu du coup assister, qui était en début de présentation. Il y aura peut-être ces retours-là. Je ne sais pas. Florian, es-tu encore parmi nous? Je me fais tourner les tables, c'est rigolo. Toc 3 fois si tu es là. Il est à l'imprimante, il m'a dit. Ah. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a vu? Parce que nous, on en a quelques-uns, on en a Quelques-unes. quelques-unes, pardon, à Pardon. vous poser. Pas de réaction, pas de hurlement? Est-ce que, en participant à ce webinaire, bon, on a eu un petit peu de mal, on vous l'avoue, à, vous présenter, vraiment des choses qui étaient les plus justes, effectivement des comparatifs, des tableaux bien propres en disant: «Bah, voilà, la collecte, ça va vous coûter tant, la PG Proc, ça vous coûte tant», parce qu'il y a des choses qui sont pas mesurables ou qui sont mesurables, mais en fait, on n'a pas encore de retour d'expérience parce que, les collectivités qui sont le plus en avance sur ça n'ont pas encore, diffusé leurs chiffres, tout simplement. Est-ce que déjà, la manière dont on vous a présenté les chiffres, vous apporte des billes dans votre propre, réflexion? Ou est-ce que vous vous attendiez à autre chose éventuellement? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir d'autre? La réponse est importante parce qu'on a prévu une partie 2 et une partie 3. Alors, si on les fait sur le même modèle, mais que finalement ça ne vous correspond pas, en fait, nous, on perd notre temps et puis on ne va pas Vous atteindre apporte pas c'est ça. l'objectif voulu. Donc, c'est une vraie question importante. OK. On continue dans nos petits teasings pour vous encourager à nous rejoindre l'année prochaine, en tout cas au moins en ligne. On a prévu en fait d'aborder les deux autres piliers en fait de la POGEPROX, à savoir la gestion intégrée des espaces verts, donc tout ce qui est prévention des déchets verts et les démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire. Au tout début, quand on a commencé à travailler, on s'est dit: «Ah oui, mais il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle» et on s'est dit: «Jamais ça tiendra en 2 heures ou alors on va survoler et ça sera pas, ça sera pas audible». Donc on a saucissonné et voilà. Ceci dit, même si on a ces 2 thématiques, dans nos esprits, est-ce que vous en avez d'autres? Ou si est-ce que vous avez d'autres questions, qu'on pourrait aborder dans ce cadre-là ou dans un autre cadre, en fait? On a d'autres leviers éventuellement pour pouvoir, partager, échanger avec vous, Heu, hem, voilà, que l'on pourrait mettre parce que comme je vous les ai dit en tout début, on est en phase de finalisation du programme d'action, 2023-2025.
Donc autant faire rentrer les thématiques qui vous correspondent le plus ou qui vous intéressent le plus ou dont vous avez le plus besoin, même si elles vous intéressent moyen. Mais voilà, que ça corresponde vraiment à… C'est l'intérêt d'avoir un réseau régional, c'est que justement, on peut plus aisément coller à la demande du territoire, quoi. Mmh. Alors, on a la tarification incitative mise en place en même temps que le compostage partagé. Donc évidemment, c'est intéressant. C'est un Alors levier, forcément. dans le sondage, quand vous avez fait passer, alors je sais pas, est-ce que si je le copie-colle là, j'ai encore dans les non. On vous avait fait passer un sondage dans les liens de connexion. On a eu quelques retours. On a eu l'utilisation du compost. Donc ça peut être effectivement intéressant de voir, de traiter cette thématique-là. Et le rôle du maître composteur. Compostage à la ah oui, la différence entre compostage et méthanisation. Alors ça, effectivement, ça peut être intéressant de le traiter. Alors on peut avoir des éléments, mais je ne sais pas Oui, si on pourra les poursuivre jusqu'à… oui, jusqu'à créer un pour avoir webinaire en tant que assisté à un tel. débat des… voilà, en fait, si on fait appel à un promoteur de la méthanisation, globalement, sorti de sa solution point de salut, il y a eu très peu de… enfin, pour les 2 interventions que j'ai vues, il y avait très, très peu de place à la… comme on disait en tout début, au partage et Complémentarité. à la complémentarité, oui, c'était le mot que je cherchais, Bah oui, des actions. C'était vraiment non, misons tout, parce qu'en fait, il y a bah, une histoire à faire vivre et plus il y en a, et plus eh oui, le prestataire pourra facturer de tonnage, en fait. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes démarches. Donc, c'est un peu compliqué de trouver un interlocuteur avec lequel on puisse effectivement échanger. À présenter, ce serait faisable, mais alors vraiment échanger et parler complémentarité, pour l'instant, à voir. Mais de toute façon, c'est un argumentaire qui a été repris même, c'est une question qui est reprise au niveau national parce que, parce qu'on est tout petit, nous, en fait, avec notre, notre PG Prox par rapport à eh des oui, grosses structures qui promeuvent oui. l'industrialisation, hein, Et c'est sûr, puis hein, des enjeux économiques complètement différents. complètement différent. Et voilà, vous voyez bien que, voilà, un méthaniseur, va falloir du volume, donc va falloir capter. Oui, mais c'est Et la PG mesurable. Proc ouais, oui, ah Le bah, voilà, problème, c'est c'est que enfin, mesurable. voilà, le gros Hop, intérêt, c'est que c'est souvent tous les exutoires, hein, quels qu'ils soient, c'est eh oui. mesurable. On sait combien il y a de camions qui rentrent, on sait combien il y a de tonnage, on sait combien il y a d'énergie qui sera produite, on sait combien il y aura de gaz de produit. Enfin, tout ça, c'est des… Et quand ils arrivent avec et que nous on dit oui, mais le lien social, les jardins, la dynamique de territoire, le renouvellement urbain, le bien vivre, le vivre ensemble, la végétalisation, la lutte contre le changement climatique, tout de suite, on est beaucoup, beaucoup moins audible. Donc oui, on le garde parce que… Et puis en plus, c'est une question qu'on a, nous, en tête depuis la création même du réseau Compost Citoyen. Voilà, c'est Mmh. voilà, réussir à positionner la PG Prox, mais c'est un vrai défi, en fait, hein, de pouvoir répondre à cette question. Alors ce que je voulais aussi, compléter, alors c'est pas sur la thématique, mais c'est vraiment sur la thématique du compostage, on l'a pas trop évoqué. Faut pas hésiter à faire vos tests, à créer un site pilote, à créer vos outils et ensuite de voir, ce qui fonctionne pour vous, ce qui fonctionne pour vos habitants et à dupliquer ça au fur et à mesure. Rien ne vous oblige à créer tout de suite, 60 sites de compostage partagés. C'est voilà, on peut y aller petit à petit avec une quinzaine de sites au départ, pour, bah, finalement, écrire son dispositif et ensuite le déployer. Ça, c'est possible aussi et ça vous permet, vous, bah, de créer vos indicateurs de suivi et d'avoir un retour vraiment, complet, sans, investir tout de suite dans, de très grosses installations. Alors, il y avait cette fameuse, question du métier de maître composteur. Je ne sais pas si je vois pas d'autres, questions arriver et du coup, ça faisait partie des questions que nous, on voulait vous poser. Est-ce que vous avez, compris, ceux qui ont, suivi ce webinaire et peut-être les autres, le rôle et l'importance des maîtres composteurs dans les projets de compostage partagé? Ou en tout cas, est-ce que vous voyez bien les missions, qui concernent, ce métier?
Alors, c'était à 50-50 dans les réponses au sondage. Donc, certains savaient très bien et d'autres n'étaient pas encore tout à fait sûrs. Est-ce que vous pensez que ça a un intérêt pour vous de qu'on consacre peut-être peut-être pas un webinaire, mais peut-être juste une fiche, je ne sais pas, sur quelle est la formation du maître composteur, de quoi s'occupe-t-il, ou quelles sont les différentes typologies d'intervention qu'il peut assurer? Je vois des pouces en l'air. Une fiche, ok. Très bien. Alors, si vous n'avez plus d'autres questions, on va pouvoir mettre la dernière slide, peut-être Elsa, pour clôturer un petit peu cette première partie sur les coûts de la PG Prox qui touche à sa fin et dans le temps un tout petit peu dépassé maintenant. Donc, on vous invite, si vous n'êtes pas encore adhérent au réseau, eh bien, à nous rejoindre pour bénéficier de la primeur des informations, de ces fameuses ressources pratiques et documentaires que nous essayons d'éditer régulièrement sur notre site internet ou autre, d'avoir également des conseils personnalisés, un accès gratuit aux journées techniques ou des tarifs préférentiels pour les formations et les voyages d'études que l'on organise au fur et à mesure de l'année. Et puis, cette fameuse application de suivi des sites, le Workflow, qui est gratuite pendant 1 an. Donc, on vous a indiqué les tarifs 2023 pour les collectivités. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous le souhaitez. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne continuation dans vos projets, on l'espère avec de la gestion de proximité des biodéchets. En attendant, vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran et nous restons à votre disposition pour toute information dont vous pourriez avoir besoin.